Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale ce soir sur TV Vendée, comme nous vous le proposons depuis maintenant dimanche soir. Alors après la journée de deuil et de recueillement hier, le temps est à l'évaluation des dégâts bien sûr et au nettoyage. Le temps est aussi aux questions qui n'ont pas manqué d'être posées dès lundi, notamment sur l'urbanisation du littoral. Philippe de Villiers, le président du Conseil général, a tenu une conférence de presse ce matin, au cours de laquelle il a notamment demandé qu'il n'y ait plus d'habitation dans la cuvette de la Faute-sur-Mer, là où les maisons ont été principalement submergées. Il a également demandé que les promoteurs indemnisent les familles sinistrées dans ce quartier. Nous l'entendrons à la fin de cette émission. Nous verrons aussi au cours de cette édition spéciale comment se prépare le week-end dans les deux communes touchées de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer, avec les témoignages du maire de l'Aiguillon et du colonel Francis Brice qui commande le groupement de gendarmerie de la Vendée. Nous avons également suivi au cours de cette journée un jeune bénévole de la protection civile qui prête main forte aux habitants au cours des opérations de nettoyage. Enfin, nous entendrons le président de la FNSEA, Jean-Michel Lemétayer, qui était aujourd'hui en Vendée pour témoigner de la solidarité des agriculteurs français. Une information, les obsèques de 4 des 9 victimes ont été célébrées aujourd'hui en la chapelle de la Faute-sur-Mer. Le niveau d'eau dans le cimetière ayant baissé, les inhumations peuvent désormais y avoir lieu. J'ajoute qu'une messe à la mémoire des disparus est programmée dimanche matin à 9h30 dans la chapelle fautaise. Colonel Michel Montalétan, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. On vous remercie. Vous êtes le directeur du service départemental d'incendie et de secours. Et à vos côtés, le commandant Clément Préau. Bonjour, mon commandant. Bonjour. Vous êtes en charge de la zone ouest de la Vendée, mais vous étiez surtout le commandant des opérations de secours dans les 15 premières heures de ce drame. Évidemment, nous allons y revenir tout à l'heure sur cette fameuse nuit. Et puis l'investissement de vos hommes, que toute la population, tous les élus en tout cas aussi, les rescapés ont vanté ces derniers jours. Et puis une habitante de la Faute-sur-Mer que vos hommes ont secourue d'ailleurs nous rejoindra sur ce plateau tout à l'heure dans la deuxième partie. Quelques questions très générales d'abord, mon colonel. Vous nous confirmez que le travail des plongeurs à la recherche d'éventuelles victimes est bien terminé désormais? Oui, je le confirme. Il est terminé depuis hier soir, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc aujourd'hui, nous étions dans une phase de pompage, mais qui se termine également ce soir ou demain. Donc un pompage de grande ampleur sur la commune de la Faute-sur-Mer. Et nous avons commencé hier également les opérations d'épuisement de maisons individuelles, opération qui devrait se terminer au cours du week-end. Donc le gros pompage est terminé en tout cas? Le gros pompage est terminé. Il y a quelques poches encore dans la zone sud de la commune de la Faute-sur-Mer, mais ce sont des poches résiduelles. Ce qui a permis de faire baisser le niveau de combien à peu près? Vous avez une idée? Eh bien, les pompes ont fait baisser le niveau de 3 mètres. Elle a absorbé la totalité de l'eau qui se trouvait sur la commune, dans les zones sinistrées à l'intérieur de la commune de la Faute. Donc les plongeurs qui recherchaient les victimes ont donc quitté le Voilà, il le reste secteur. Quelques-uns pour assurer la sécurité des opérations, mais globalement, ce type d'opération est terminé. Le procureur des Sables-d'Olonne nous a d'ailleurs confirmé cet après-midi qu'il n'y avait plus officiellement de personnes disparues. C'est le travail le plus pénible dans ce type de catastrophe, le travail pour les plongeurs de recherche d'éventuels corps? Oui, ça a été parmi toutes les missions qui nous incombent. Certainement le travail le plus pénible. Il fallait que nos sapeurs-pompiers, dans de l'eau froide, la nuit, à tâtons, ouvrent des maisons, essayent de faire des reconnaissances dans le noir avec les meubles au-dessus d'eux, au plafond, donc dans des conditions de dangerosité extrême, et qui plus est avec un aspect psychologique dramatique lorsqu'ils découvraient un cadavre. Et donc oui, ça fait ce sont parmi toutes les opérations, celles qui ont peut-être le plus marqué. Il n'y a pas eu de pompiers blessés dans toutes ces opérations? C'est un miracle, c'est une des conclusions de cette opération gigantesque. C'est qu'à cette heure, et je croise les doigts, il n'y a eu aucun blessé sapeur-pompier, aucune victime. Et je souhaite que ça perdure encore pour les jours qui viennent. Sur combien d'hommes mobilisés depuis dimanche, précisément? Vous avez une idée? Par jour, il y a eu globalement 500 sapeurs-pompiers mobilisés chaque jour. Ce qui a fait des milliers et des milliers d'heures d'intervention. Avec des pompiers de la Vendée, puis d'autres départements qui sont venus prêter main forte aussi. Bien sûr, il y a eu
donc environ et en moyenne 550 pieds chaque jour, environ 250 le premier jour, puis 200 donc des renforts des départements extérieurs qui sont venus de toute la France, des unités militaires de nos gens de retour. Qui se sont proposés même en plus, j'imagine. Alors certains se sont proposés, mais ça s'est fait quand même, et c'est important, dans une parfaite coordination, dans une organisation des moyens qui ont été envoyés par l'État, la zone de défense à Rennes, par le COGIC, donc le Centre opérationnel national, place Beauvau à Paris, donc des moyens dépêchés par les services de l'État, donc des moyens de l'Île-de-France, tous les départements de la Grande Couronne parisienne, la Seine-Maritime, et surtout les départements de l'ouest de la France, toute la Bretagne, l'Orne, etc. Donc ce sont plus de... et des militaires, donc je l'ai dit, donc ce sont plus de 360 pieds qui depuis lundi sont présents à nos côtés pour nous aider à intervenir, et je tiens à les saluer. Est-ce qu'une fois que l'eau sera véritablement totalement retirée, est-ce qu'il y a encore la possibilité que l'on trouve de nouvelles victimes? Est-ce que c'est une hypothèse? La dernière hypothèse non, il ne peut plus y avoir de victimes dans cette zone. Par contre, on peut imaginer qu'un corps soit parti avec la mer qui se retire, mais ça, on ne peut pas savoir. En tout cas, à 7 heures, il n'y a plus de disparus nommément. Vous étiez tous les deux à la célébration hier à Orlusson? Donc, comment Montalet, vous n'y étiez pas? Je n'y étais pas. Colonel Montalet-Tan, vous y étiez évidemment. On vous a vu sur les images. À quel point vous avez été touché par l'hommage qui était rendu à vos hommes durant cette cérémonie? Qu'on a vu porter le cercueil des victimes, notamment. C'était une marque de reconnaissance extraordinaire du Monseigneur Castet qui a été fait là, à l'endroit des sapeurs-pompiers. Et c'était un immense moment d'émotion que de voir... ces acteurs du secours qui, dès le départ, ont participé aux opérations, qui ont trouvé des corps sans vie et qui les ont accompagnés jusqu'à cette cérémonie, ça restera un grand moment d'émotion et une véritable marque de reconnaissance à l'égard du travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers et bien au-delà des sapeurs-pompiers, l'ensemble des acteurs du secours, associatifs, Croix-Rouge, ADPC, Secours catholique et puis bien d'autres que les gendarmeries et bien d'autres que je vais oublier. Donc c'était une vraie marque de reconnaissance à l'égard des sauveteurs. Et donc, oui, grand moment d'émotion. On reviendra bien sûr tout à l'heure sur cette fameuse nuit, mais une question très générale pour l'un et pour l'autre. Est-ce qu'on peut, malgré votre expérience, être totalement préparé psychologiquement et physiquement à ce type d'événement? Clément Prévost. Dire qu'on peut imaginer qu'on puisse un jour y être confronté, non. À titre personnel, non, même si on est aussi entraîné pour ça dans des scénarios à l'École nationale des officiers où en montant en grade, on nous prépare à des opérations potentiellement gigantesques et heureusement qu'on y prépare d'ailleurs. Maintenant, avec ce dénouement aussi dramatique, avec une ampleur, une cinétique si grave, à titre personnel, je ne l'avais pas envisagé. Non. Donc, colonel. Et avec une conjonction d'événements multiples qu'il a fallu organiser, des fuites de gaz, on a eu des événements, une conjonction d'événements incroyables et qu'on ne pouvait pas imaginer. Je ne sais pas si on va pouvoir voir les images d'un maître chien qui est arrivé ce matin à La Faute-sur-Mer. On va me dire sans doute si ces images sont prêtes ou pas. Nous le disions tout à l'heure, il n'y a plus de personnes officiellement disparues. Cependant, donc, ce maître chien de la Gendarmerie nationale est arrivé ce matin à 6h à l'Aiguillon-sur-Mer avec ses 3 animaux, des chiens dont l'odorat est évidemment perturbé par l'eau, ce qui explique qu'il faut arriver seulement 6 jours après le drame. Dominique Christofoli, celle dont ce maître chien, a expliqué à Edwige Richard les raisons de sa présence sur les lieux de la catastrophe ce matin. Ce matin, en fait, on a eu la confirmation auprès des autorités que toutes les victimes sur Aiguillon même étaient retrouvées. Par contre, il manque ce que nous on appelle un marginal qui squatte ici le secteur des caravanes, des mobil-homes. Alors, est-ce qu'il manque parce qu'il n'était pas là? Est-ce qu'il manque parce qu'il a été pris par la tempête? Donc là, aujourd'hui, après toutes les recherches de ce matin, je peux vous affirmer qu'il n'y a personne ici, il n'y a personne qui a été pris par la tempête.
Voilà donc une nouvelle par ce maître chien. La solidarité continue évidemment d'opérer dans les communes de La Faute et l'Aiguillon. Les opérations de nettoyage, nous en parlions hier soir, se poursuivent grâce à vos hommes évidemment et aux bénévoles de la protection civile. Nous avons justement suivi aujourd'hui le travail d'un de ces bénévoles, Mathieu Rotureau. Il a 22 ans. Il s'est engagé il y a 2 ans à la protection civile à l'antenne des Essarts et c'est la première fois qu'il est confronté à un tel drame. Le reportage est signé Anthony Jam. En plus, on a des arrosoirs, Michel. À l'émission, au début, on a fait beaucoup de rondes pour distribution d'eau. Au tout début, les premiers jours, après la grosse catastrophe, les premiers jours de nettoyage. Donc c'est vrai qu'on a demandé des adresses pour savoir si les gens avaient besoin d'aide pour du nettoyage ou s'ils connaissaient des personnes qui avaient besoin d'aide. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis ils nous ont rappelé après par derrière au PC. Et c'est comme ça qu'après, nous, on est envoyés par équipe pour un nettoyage et voir ce qu'il y a besoin de faire. Des fois, c'est juste enlever des meubles pour que les gens puissent nettoyer eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas qu'on nettoie pour eux. Ils veulent juste qu'on les aide à enlever leurs meubles et sortir dehors parce que les meubles, des fois, sont bons à balancer ou alors juste pour qu'ils sèchent. Les gens... sont toujours un peu choqués, mais quand même beaucoup moins qu'au début. Des fois c'est dur à gérer, des fois c'est plus facile. Ça dépend des personnes et puis des jours. Tu veux que je te remette de l'eau, Michel ? C'est assez dur, et oui, c'est la première fois que je rencontre quelque chose comme ça. J'ai jamais vu ça déjà chez nous. Donc en tant que bénévole, je le trouve dur. Mais après, il faut qu'on soit là, donc... Autant être là pour les gens qui en ont besoin. C'était pour vous dire qu'on avait fini. Oui. Donc on va refaire une autre fiche. Oui. 10h30, on est venu. Et nous finissons à 11h15. Mais si vous avez besoin de quelque chose, sinon de l'eau, nourriture. Oui, ce matin j'étais chercher certains trucs, des produits d'entretien. Vous êtes venu au gymnase ? Oui. Merci, au revoir. Tu la redonnes là-bas. C'est bon. Ok. Tu me donnes autre chose si tu pars. À chaque fois, on repasse par ici pour en fait avoir une nouvelle feuille. On rend la feuille de la mission qu'on vient de faire et on reprend une nouvelle feuille avec une nouvelle mission différente ou la même, mais ailleurs, chez une autre personne. Donc tu l'as passé là-bas ? C'est passé là-bas. C'est passé là-bas. Il y a des jours, oui, c'est assez long. Des jours, c'est plus court. Parce qu'on est beaucoup, donc ça dépend de la quantité de personnel qu'on est. Plus on est d'intervenants, plus les journées passent vite. Moins on est d'intervenants, plus c'est long et plus c'est dur. J'ai un nettoyage extérieur, mais propriétaire éventuellement absent. Il y a eu des problèmes propriétaires ? Oui. Alors, en fait, normalement, on venait pour du pompage et en fait, il y a une personne qui tronçonne un arbre. Donc on a juste à dégager les branches qui tombent. Et après, on va sûrement repartir pour une autre maison pour pomper ailleurs. Travail admirable aussi de la protection civile qui vous seconde énormément aussi dans ces opérations. Donc là, c'est la nouvelle phase pour vous, pour vos hommes, les opérations de nettoyage. C'est à ce à quoi vous allez consacrer les prochains jours désormais ? Oui. En ce qui concerne le service d'incendie de secours, je dirais au cours du week-end et actuellement, nous sommes en phase de désengagement progressif. Et donc, à partir de ce week-end, effectivement, les missions prioritaires seront le nettoyage des maisons, mais ce seront principalement nos collègues associatifs, ADPC, Croix-Rouge, Secours catholique, qui géreront et qui mèneront ces opérations de nettoyage. Donc le service d'incendie de secours restera bien évidemment présent au niveau d'un poste de commandement et pour encadrer ces associatifs, voire ces bénévoles. Mais ce sont nos partenaires associatifs qui vont nous remplacer, car maintenant il faut penser à revenir dans nos casernes, réparer le matériel et repartir le rythme normal de nos activités de sapeurs-pompiers. Justement, comment les hommes vont retrouver, j'allais dire, un quotidien normal, Prévost ? C'est pas très évident de passer de l'un à l'autre. Pas très évident, et de toute façon, je crois qu'il est utopique de dire que l'avant sera comme après, ou que l'après sera comme avant. C'est une opération tellement gigantesque, tellement énorme, qu'elle marquera l'histoire du corps des sapeurs-pompiers de la Vendée, quoi qu'il arrive, et a fortiori chacun de ceux qui ont participé. Il y aura forcément un après,
avec nos missions, etc. Mais pour tous ceux qui ont participé, c'est quelque chose, une expérience qui les marquera à jamais. On parlait de ce week-end, on va en dire quelques mots d'ailleurs. Je vous le disais dès hier soir, les accès aux communes de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon seront filtrés ce week-end pour éviter un afflux de personnes qui ralentirait les différentes opérations en cours sur ces sites. Edwige Richard a demandé à Maurice Milsan, le maire de l'Aiguillon, de lui expliquer le dispositif qui sera mis en place pour les 2 jours à venir autour de sa ville. Écoutez. Oui, malheureusement, nous attendons beaucoup de monde ce week-end et l'Aiguillon sera fermé à la population, sauf les gens de l'Aiguillon, bien sûr, mais toutes les personnes de l'extérieur ne seront pas admises. C'est pas compliqué, il suffit de sortir une pièce d'identité et lieu de résidence, et voilà. Et ces gens-là pourront rentrer, mais pas les autres. Je crois que les bénévoles sont très conscients que si ce week-end on ouvre à tout le monde, on sera envahi et malheureusement on ne pourra plus rien faire. Donc non, je crois qu'il faut être sérieux. Voilà, de nombreux Vendéens devraient effectivement affluer vers les 2 communes, soit pour proposer leurs services ou pour simplement voir de leurs propres yeux les ravages de la tempête. Sur ce sujet, écoutez les recommandations du colonel Francis Brice, c'est le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée. Il serait plus raisonnable que les gens demeurent chez eux pour permettre aux gens qui ont été touchés dans leur chair, dans leur vie, de pouvoir tourner cette page douloureuse et permettre aussi aux secours et aux travaux qui sont en cours de reconstruction de digues notamment, de pouvoir réaliser ces travaux dans de bonnes conditions. Comprenez bien que si nous avions à faire face à un afflux de personnes, ici ça deviendrait très compliqué. Colonel Montaletto, vous vouliez dire un mot sur ce sujet ? Ce matin a eu lieu en préfecture une réunion présidée par M. Rose, directeur de cabinet du préfet, et justement pour l'organisation des opérations de nettoyage. Et je voulais signaler que nous sommes sollicités par un élan de générosité extraordinaire par des milliers de Vendéens qui se proposent pour venir nous aider pour aider les associations à faire ces opérations de nettoyage. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, nous disposons de listes suffisantes et que nous contacterons, enfin les associations contacteront les personnes qui sont déjà qui nous ont signalé leur volonté de nous aider et que ça sert à rien de venir ce week-end spontanément. Bien évidemment les bonnes volontés, l'entraide et la solidarité, non plus, évidemment. Point trop n'en faut, et donc il ne faut surtout pas que les bonnes volontés viennent de façon désorganisée, car ça désorganiserait forcément l'opération. Voilà, donc à ce jour, nous disposons de listes suffisantes pour pouvoir mener ces opérations avec les associations, je le répète. Vous avez déjà commencé à appeler certaines personnes qui s'étaient proposées ? Alors ce sont les associations la protection civile, nous disait hier soir, qui sont chargées d'alerter. C'est tous ces généreux bénévoles qui se sont proposés. Jacqueline Roy nous disait hier que dès lundi, 600 personnes s'étaient déjà proposées. Alors d'autre part, il y a de nombreux habitants sinistrés qui se plaindraient de vols dans leurs habitations. Plus de 200 gendarmes sont pourtant spécifiquement affectés à des missions de surveillance dans les 2 communes. Écoutez sur ce sujet le colonel Brice à nouveau qui émet des doutes sur les risques de vol dans les habitations. Regardez. Alors je crois qu'il faut rassurer l'ensemble des personnes. Il n'y a aucune scène de pillage, il n'y a pas de vol ici sur la Faute et l'Aiguillon. Donc je crois qu'il y a peut-être un sentiment d'insécurité qui est né parmi les populations qui se sentent peut-être en raison du bris de leurs portes, de leurs fenêtres, un petit peu plus en insécurité qu'habituellement et qui attendent de nous un engagement important, et c'est ce que nous faisons au quotidien, et nous nous engageons pour être à leur côté, et nous serons là le temps qu'il faudra jusqu'à ce que nous redevenions à une situation normale. Voilà, vous avez déjà entendu aussi ces rumeurs de pillage ? Non, pas de pillage. Pillage de vol en tout cas. Quelques vols, et effectivement, on s'est concerté avec les services de gendarmerie pour qu'il puisse y avoir des patrouilles et en particulier pendant les opérations de nettoyage pour qu'il y ait une présence de nos collègues et amis gendarmes. Là, les gens que vous allez voir en ce moment dans les maisons pour ces opérations de nettoyage, vous les trouvez comment ? Enfin, dans quel état psychologique ? Oui, ils sont touchés, et je crois que comme beaucoup de personnes, nous compris, il faudra du temps pour vraiment réaliser ce qu'on vient de vivre dans la semaine qui vient de se passer. Ce que je vous propose, c'est que nous marquions une pause maintenant, et puis dans un instant, nous allons revenir avec le commandant Clément Préau, qui commandait donc les opérations de secours pendant les 15 premières heures, et le colonel Michel Montaletto sur cette fameuse nuit de samedi à dimanche. Et puis nous recevrons également tout à l'heure une habitante de la Faute-sur-Mer, qui a été secourue d'ailleurs par les pompiers dans cette fameuse nuit de samedi à dimanche. À tout de suite.